Juriste dans une ESN, ok. DPO dans le domaine de la santé, ok. C'est varié. Pour ce sujet du DSA, c'est magnifique. Consultant, salut Pierre. DPO de collectivité territoriale, très bien. C'est bien que vous veniez là. Je suis super contente de voir des gens des collectivités territoriales. Bon. Allez, encore 2 minutes et on y va. Alternante dans le domaine bancaire. Consultant, ok, cyber, entreprise d'aéronautique. Il n'y en a pas 25. DPO dans le e-commerce. M2 cyber. Très bien ça. Bon, on va se lancer. On est parti. Ouais, Il est let's go. 33. On va considérer que les minutes de politesse sont passées. Voilà. De toute façon, il y a un replay, donc si jamais vous trouvez que ce contenu est tellement magnifique que vous voulez le repartager, surtout n'hésitez pas. Alors, bonjour à tous. Donc, on est là pour à peu près 1 heure ensemble. Donc, moi, je suis Oriana Labruyère. Je suis la fondatrice de la Robe Numérique avocat et cofondatrice de la Robe Numérique Conseil. Et on anime tous les mois un petit webinaire sur un sujet d'actu. Et on anime également, enfin, on publie des infographies toutes les semaines. Et puis, j'anime un podcast sur la tech. Je vous invite à aller écouter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et puis, je suis aujourd'hui accompagnée par Paul Smail. Bonjour Paul et merci beaucoup d'être avec moi sur ce webinaire. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Rihanna, pour l'invitation. Je pense que ça va être très intéressant. Et donc, moi, je suis aujourd'hui juriste conformité et réglementaire au sein de la place de marché Rakuten France, anciennement Price Minister, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ok, donc, finalement, tu as toute ta place là pour parler de cet enjeu puisque vous le mettez en œuvre. Enfin, le DSA est un sujet d'actualité aussi, enfin, pour vous et de travail constant pour vous depuis sa publication. Alors, toi, tu as aussi été sur les négociations. Peut-être que tu peux en dire un mot, sans rien dévoiler, mais voilà, évoquer cette partie. J'ai eu la chance donc d'être en apprentissage à l'époque au sein du pôle plateforme donc qui lidait les négociations du DSA pour les autorités françaises et notamment pour tout le Conseil de l'Union européenne au moment de la présidence française de l'UE, donc au moment où l'accord sur le DSA, l'accord politique a été trouvé en avril 2022. Donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que voilà, j'aurais aussi l'approche un petit peu plus l'objectif du législateur. Et à côté, maintenant, ce que je vois de manière très opérationnelle et les difficultés en fait qu'on peut ressentir. Donc, voilà. La double vue, c'est intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que tu es là. Du coup, on a fait très basiquement 3 petites étapes à notre webinaire. Donc, une intro, on va la passer assez rapidement. L'enjeu de la modernisation de la responsabilité des plateformes et l'illustration avec les principales nouvelles obligations et les conséquences opérationnelles. Et là, c'est vraiment toi qui vas être à la manœuvre de cette partie parce que c'est vraiment vous qui le vivez au quotidien. Alors, c'est parti pour l'introduction. Basiquement, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous en avez, à nous interrompre en mettant des petites questions. On essaye d'y répondre à la volée. Et puis sinon, on a l'habitude de vous envoyer le webinaire augmenté des réponses aux questions que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas. Alors, le Digital Service Act, donc le DSA, qui est le règlement relatif à un marché unique des services numériques. Alors, c'est le mot, c'est son titre en français et je voulais insister sur marché unique et services numériques parce que quand on lit Digital Service Act, ça ressort pas directement. Donc, je voulais insister sur ce nom. On est bien sur une réglementation européenne, donc un règlement, application directe à partir de des dates donc d'entrée en vigueur et d'application qui sont mentionnées dans le texte. Donc c'était voilà,
pour rappeler ça. Alors, le DSA, pour vous donner quelques chiffres, c'est 156 considérants et 93 articles. Je sais que les juristes adorent les chiffres, mais c'est pour vous donner une idée par rapport à d'autres textes qui, qui encadrent les aspects numériques ou exploitation de données, comme notamment le RGPD. On est à peu près sur les mêmes volumes, donc c'est pas très étonnant. Et son objet, on le rappelle, hein, donc on vous a mis la slide, vous les retrouverez. De toute façon, on vous renverra le support et vous retrouverez tous les éléments aussi sur le replay. Donc c'est harmoniser l'ensemble de la réglementation au niveau de l'ensemble des États membres. C'est ouvrir le marché intérieur et faciliter, dynamiser en fait l'économie sur ces aspects. Et ça, il faut bien le garder en tête parce que il y a quand même cette idée avec son grand frère ou petit frère, petite sœur, grande sœur de DMA derrière, voilà, qui est en réalité à regarder également. Et assurer un environnement sûr en ligne. Alors sûr pourquoi? Et ça, on en parle beaucoup parce que c'est ce qui sous-tend l'objectif du texte. Et donc l'ensemble des actions et des obligations mises en œuvre par les plateformes doivent être regardées à l'aune de cet objectif. C'est rendre l'environnement en ligne sûr, prévisible, de confiance. Et comment on fait ça? Parce qu'on va lutter contre la diffusion de contenus illicites en ligne évidemment, mais également lutter contre les risques pour la société quand la diffusion d'informations peut être trompeuse ou que d'autres contenus peuvent produire des effets identiques, donc notamment la création de fausses informations en ligne. Est-ce que là-dessus, tu veux rajouter quelque chose sur la stratégie? Tu en as parlé un petit peu quand tu t'es présenté. Non, je pense que tu as bien résumé les choses, hein. C'est l'objectif premier, c'est finalement de créer des règles qui existaient hors ligne, finalement de les appliquer, hein, en ligne pour que les informations, hein, qui soient diffusées au travers des intermédiaires de services, finalement, soient un petit peu mieux encadrées. Voilà, je pense que tu as très bien dit. Je paraphrase. Alors, on le voit aussi dans ce texte, l'ambition droit fondamental du texte est très souvent rappelée puisqu'il y a beaucoup de références à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, si vous avez jamais lu ce texte, courez-y parce que c'est vraiment très important. Le RGPD aussi faisait référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà, c'est un texte majeur. Souvent, on a tendance un peu à pas s'y référer. Et pourtant, c'est vraiment une des bases avec le TFUE, etc. Un socle important en matière de législation européenne. N'hésitez pas si vous avez des questions, je le redis, mais est-ce que tu Et veux rajouter quelque chose? je pense que c'est important, hein, de parler ici du DSA et de le lier aux droits fondamentaux parce que c'est justement là qu'on peut identifier une petite différence avec le DMA qui fait beaucoup plus référence à des enjeux de contestabilité et d'équité sur les marchés. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie complémentarité à ce niveau-là, enjeux économiques, enjeux des droits fondamentaux entre les deux textes. Alors, pour rentrer maintenant enfin passer l'introduction et aller donc sur la modernisation des plateformes, une petite précision. Donc, on va voir trois étapes. Enfin, on va vous proposer en tout cas de l'aborder sous trois aspects. Je veux pour circonscrire un peu l'enjeu, le DSA, il est applicable avec un critère territorial relativement large, puisqu'on a un critère territorial de destinataire dans l'Union européenne. Donc, peu importe où se trouve la plateforme, à partir du moment où le service est tourné vers un destinataire, personne physique ou personne morale, on va le voir après, le DSA va s'appliquer. Et aussi un critère territorial de l'établissement. Donc, où est la plateforme? Si elle est dans l'Union européenne, mais qu'elle preste pour des personnes qui sont en dehors de l'Union européenne, le DSA va s'appliquer. Donc, on le voit, c'est quand même un champ élargi sur ces aspects. Sur le champ d'application matérielle, et c'est important par rapport aux responsabilités, et c'est pour ça que je le dis maintenant, on a donc c'est la notion du service de l'information à destination
des destinataires de services. Ça vaut beaucoup de destinations, mais c'est comme ça. Et donc, c'est qui les destinataires de services? C'est les personnes physiques, mais également les personnes morales. Et je pense que par rapport au renforcement des obligations des plateformes, c'est important de le soulever parce que ça veut dire que le secteur du B2B n'est pas exclu de ce règlement. Et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'on a toujours l'impression que c'est sous l'angle protection des personnes au sens du RGPD, au sens de privacy. Et donc, on voit ça sous l'angle consommateur. Là, on est vraiment sur une approche plus large puisqu'on va également couvrir le B2B. Voilà, je voulais préciser ça sur les nouvelles responsabilités par rapport au champ d'application matériel du texte. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par les articles 6 et 7. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Paul, par rapport à donc, on le rappelle, hein, l'article 6, c'est l'hébergement et puis l'article 7, c'est l'enquête d'initiative volontaire. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose déjà sur la partie hébergement? Du coup, ben, comme c'est écrit hein, sur la slide, l'article 6, donc sur les services d'hébergement, il faut savoir que toutes les plateformes en ligne hein, sont des hébergeurs au sens du DSA. Hein, et donc, ça maintient finalement la responsabilité hein, conditionnelle auquel on était déjà soumis hein, depuis la directive e-commerce, c'est-à-dire en gros de retirer promptement l'ensemble des contenus dont on a connaissance, hein, notamment de leur caractère manifestement illicite. Donc c'était la directive e-commerce, c'était dans la LCEN. Et donc ce régime, il est repris dans le DSA. On pense que c'est une bonne chose. Avec ce petit, je ne sais pas si je vais en parler maintenant, avec ce petit ajout, il y a une petite nouveauté, hein, ce paragraphe 3 de l'article 6. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Si, on y va. Ok, Le but, super. Ouais. Et donc, du coup, vous avez sûrement vu passer hein, en décembre 2022 cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a considéré qu'Amazon était responsable des contenus publiés par des vendeurs tiers, mais pour lesquels le consommateur, moyennement averti, pouvait finalement se poser la question sur qui fournissait vraiment le service, donc en l'occurrence la vente de produits. Et Amazon était devenu responsable pour c'était des produits Louboutin, si je me rappelle bien. Et donc, c'est entre guillemets consacré hein, à l'article 6.3 du DSA qui met noir sur blanc qu'on ne peut pas bénéficier de cette exemption de responsabilité à partir du moment où, lorsqu'on est une place de marché en ligne, hein, donc on permet la conclusion de contrats entre des consommateurs et des professionnels, on ne peut pas bénéficier de cette responsabilité-là si le consommateur moyen est confus, finalement, savoir si est-ce que c'est la plateforme qui fournit la vente ou est-ce que c'est un vendeur tiers. Donc ça a beaucoup d'implications, notamment en termes de design, d'interface, comment on présente les annonces, comment on présente notre site, où on met notre logo, comment on vend nos systèmes logistiques, parce que les juges de la Cour de justice de l'Union européenne ont considéré que le fait qu'Amazon fasse la livraison également rentrait dans les indices qui permettaient de créer la confusion. Donc je pense que c'est important de s'arrêter là-dessus parce que c'est une nouveauté mais qui peut avoir beaucoup de conséquences. Imaginez une place de marché qui du jour au lendemain devient responsable de tous les produits qu'elle vend. Voilà, je voulais mettre un petit point là-dessus. Bah, aujourd'hui, ça va être le cas en réalité. À partir du moment où elle aurait entretenu ce doute dans la tête du consommateur, elle serait tenue pour responsable. C'est C'est ça. ce que dit l'article 6.3. L'enjeu, il est aussi donc sur cet affichage trompeur dont on va parler un peu après par rapport à ce que vous avez mis en œuvre chez Rakuten. Je pense que c'est heureux, cet objectif est heureux. Il va dans le sens aussi de la lisibilité des offres et de la compréhension de ce qu'on achète et à qui on l'achète. Aujourd'hui, après c'est une volonté aussi du texte hein, politique de favoriser aussi les places de marché européennes, d'essayer de favoriser le business en Europe. On est d'accord que ça va dans le bon sens quand même, cette obligation d'affichage clair. Moi, je trouve que oui, hein, clairement. Nous, il faut savoir que chez Rakuten, à la différence d'autres places de marché, on est pure player, c'est-à-dire on ne vend pas de produits en propre. Donc, on a moins cette problématique de confusion du consommateur parce qu'il sait
que Rakuten ne vend pas de produits. C'est forcément des vendeurs tiers et on fonctionne d'ailleurs par annonce comme ça. Donc, on a moins cette problématique, mais vous pouvez voir, c'est notamment les places de marché hybrides qui vont être vraiment confrontées à ce truc-là. Comment je différencie bien mes ventes en propre des ventes de mes vendeurs tiers pour pas justement tomber dans la responsabilité de plein droit lorsque ce n'est pas moi qui suis à l'origine de la vente. Alors, quand on n'a pas, quand on a des vendeurs tiers et qu'on ne serait pas en responsabilité, en tout cas, si c'est très clair pour le consommateur, il y a quand même cet article 7 qui vient nous dire qu'il faut faire des enquêtes à une initiative volontaire. Et en fait, c'est du contrôle interne. Clairement, Ouais. moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et c'est ce que ça veut dire d'un point de vue opérationnel, c'est comment je mets en œuvre du contrôle interne et presque du contrôle qualité, non pas nécessairement sur le produit en lui-même, hein, mais sur la manière dont je vais l'afficher. Les typologies d'informations, la manière dont j'aurais rendu l'information publique. Moi, c'est ça que enfin, d'un point de vue pratico-pratique, parce que nous, on aime bien retourner aux pratiques, c'est vraiment ça, c'est comment je mets en œuvre mon contrôle interne pour veiller et mettre en œuvre cette obligation, enfin, cette enquête d'initiative volontaire qui me donne une exemption de responsabilité si jamais il y a finalement un produit illicite qui a circulé. Je pense que cet article 7, il est vraiment bienvenu parce que aujourd'hui, le cadre de cette responsabilité, il datait de la jurisprudence Google de 2010 qui nous disait qu'il fallait qu'on ait toujours un comportement purement automatique, passif sur les contenus. Et le problème, c'est que nous, quand on voulait créer notamment de la modération donc proactive, donc ces mesures d'enquête euh, euh, d'initiative, enfin de notre propre initiative, on avait le risque d'être requalifié en tant qu'éditeur. En fait, c'était ce risque-là. Et donc de perdre le bénéfice de tout ça. Et cet article 7, il vient nous dire si jamais vous avez des mesures qui viennent vérifier des mesures un peu de filtrage en amont, etc., etc., vous ne perdrez pas le bénéfice de votre responsabilité parce que vous avez mieux lutté en fait en amont contre les, nous par exemple, contre les contrefaçons ou les produits dangereux sur la plateforme. Oui, donc on est d'accord que d'un point de vue opérationnel, c'est heureux de l'avoir clarifié. Clairement. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez des obligations qui sont quand même relativement proportionnelles à la taille des acteurs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais dans les toutes petites plateformes, c'est très clair dans le texte, hein, on a un socle minimum d'obligations, notamment connais ton client, quoi. Alors, connais ton client en tant que vendeur sur ta place de marché, et le deuxième coup derrière, ce sera connaître ton consommateur. Mais en tout cas, un élément minimum, c'est vérifier qui met des produits sur vos places de marché. C'est quand même. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait réinventé, qu'on ait inventé quelque chose d'exceptionnel en disant ça. Mais en réalité, c'est heureux de le préciser parce que aujourd'hui, on le voit, il y a des vendeurs qui apparaissent, qui disparaissent instantanément, qui vendent des choses un peu, voilà. Donc cette obligation-là, t'en penses quoi, toi? Enfin, c'était, enfin, évident quand même. Oui, pour nous, j'avoue que c'est pas un énorme switch parce que on avait déjà des obligations en matière de lutte contre la fraude qui nous obligeaient finalement à avoir des contrôles renforcés sur les données de nos vendeurs. Donc, pour nous, c'est bien, ça nous permet de mieux identifier notamment les vendeurs qui seraient des contrefacteurs, qui vendraient à répétition des produits illicites. Je pense que c'est une bonne chose et notamment aussi, c'est des données qu'on doit rendre à disposition des autorités en cas d'enquête, etc. Et si justement on a des injonctions, donc je crois que c'est les articles 9 et 10 de retirer des contenus ou de donner de l'info. Oui. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose de mieux connaître et je pense que même pour le consommateur de savoir qu'il est sur une plateforme où les vendeurs sont connus, identifiés et n'ont pas donné des informations un peu bidons, je pense que c'est important aussi pour être rassuré. Alors du coup, ça implique quand même pour la plateforme de vérifier. En fait, parce que lui, il va déclarer, mais ça veut dire que derrière, tu dois fiabiliser l'information qui t'est donnée, qui t'est déclarée en tant que plateforme. Complètement. Je pense qu'on va l'aborder peut-être un peu plus en détail dans la Oui, deuxième après. partie. Mais c'est vrai que comment on fait après pour des informations, par exemple, je pense très opérationnellement à un numéro SIRET.
ou des numéros de TVA. Des fois, c'est compliqué parce que ce n'était pas les mêmes formats, les mêmes registres d'un pays à l'autre. Et donc, un vendeur, je pense notamment à des vendeurs extra-européens, parfois, voilà, pour vérifier les informations. Et c'est pour ça que c'est une obligation de moyens. On peut être, euh, on peut être soumis à des difficultés et la commission travaille beaucoup sur nous donner des API ou des registres interopérables avec le système justement pour contrôler tout ça. Pour être très opérationnel, déjà, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui font ce travail et qui permettent d'aller fiabiliser. En tout cas, en France, il y en a, j'en ai identifié au moins deux. Et avec de l'interconnexion, j'en ai identifié au moins une qui permet justement au secteur du B2B d'aller vérifier que l'information déclarée est toujours correcte. Et moi, il y a un point sur le coup d'après, c'est une fois qu'on a créé le compte, c'est une chose. Mais la vie de l'entreprise, si elle est mise en redressement judiciaire ou en liquidation, si elle rentre en procédure collective, c'est une alerte quand même pour la plateforme. Et c'est aussi ça qu'il faut aller suivre. C'est-à-dire la santé financière du vendeur, c'est aussi la garantie pour le consommateur d'avoir ou pour tout acheteur d'ailleurs sur la plateforme, parce que le texte dit bien, vise aussi les personnes morales, ce suivi quand même. Et la garantie que les droits des acheteurs, notamment garantie légale de conformité, etc., va pouvoir se poursuivre dans le temps. C'est sûr, c'est sûr. Et puis nous, ça permet aussi de fidéliser hein, les personnes. Donc je pense qu'il y a ces deux enjeux qui sont essentiels. Peut-être qu'on peut répondre, il y a des questions que je trouve assez Ouais. intéressantes. La première, bah, du coup, tu es sur la slide qui répond un petit peu sur comment sait-on que l'on est considéré comme une petite plateforme et s'il y a des seuils. Alors, je sais pas si tu veux y répondre. Vas-y, t'es lancé. Ok, bah, je suis lancé. Donc, il y a pas de... Les seuls seuils qu'il va y avoir, donc tous les intermédiaires, il n'y a pas de seuil. Quand on parle de tous les intermédiaires, on va parler des services numériques les plus essentiels, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès ou les services de DNS, finalement, les services qui vont vous donner accès à Internet. Ceux-ci, ils auront des obligations, un socle minimal d'obligations à respecter. Et ensuite, dès l'instant que le service intermédiaire va stocker de l'information pour vous, à votre demande, ça va devenir un service d'hébergement. Hein. Donc, c'était jusque-là la seule qualification juridique qui existait, c'était les hébergeurs. Ici, on va avoir un petit peu plus d'obligations, notamment parce que dès qu'on stocke de l'information, on peut stocker aussi des contenus illicites. C'est aussi pour ça que les obligations augmentent. Et ensuite, on a cette nouvelle qualification de plateforme en ligne. Et ici, il n'y a pas de seuil pour devenir une plateforme en ligne. Il y a par contre un seuil à l'inverse. Si vous êtes une très petite entreprise, vous n'êtes pas soumis à ces obligations-là. Ça rentre dans ce que tu disais, favoriser le business. On n'a pas voulu non plus plomber, je pense, via ce texte, les petites entreprises d'obligations. Oui. Et voilà. Et après, je finis juste pour les très grandes plateformes en ligne. C'est ici qu'il y a ce seuil qui apparaît de 45 millions de destinataires actifs mensuels. Donc, notion vraiment définie dans le DSA. Et à partir de là, on devient une très grande plateforme en ligne et on a des obligations hein, qui sont systémiques, c'est-à-dire vraiment renforcées par rapport à la taille de la plateforme. Ouais, alors sur la définition exacte, le texte renvoie aux recommandations 2000, je l'ai sous les yeux, hein, 2003-361 CE pour la définition de la micro-entreprise et des petites entreprises. Ouais. En fait, donc c'est cette référence. Alors, d'ailleurs, sur le DSA, il y a beaucoup de références à d'autres définitions, d'autres textes. Moi, si je vous le montre, il est gribouillé partout mon DSA parce que j'ai été me recopier les définitions des textes dont il fait référence. Donc, en fait, c'est une définition qui existait déjà sur la partie, sur la définition de ce qu'est une micro-entreprise ou une petite entreprise. Et c'est heureux parce qu'en réalité, on ne peut pas demander autant de choses, même en termes de développement. Hein. Ils peuvent pas s'aligner sur les très grandes plateformes. Ce n'est pas possible. L'investissement n'est pas le même. En revanche, le minimum d'obligations, notamment de points de contact des représentants légaux, alors ça c'est drôle, mais des conditions d'utilisation, des conditions de service qui soient très claires et qui soient compréhensibles. Alors moi j'adore ça, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens parce qu'on ne fait pas juste de la documentation pour dire de la documentation. Il faut que ce soit facile à comprendre et facile à lire pour votre utilisateur moyen.
Donc, ça a du sens en réalité. Et je pense que pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Sur les très grandes plateformes, peut-être qu'on peut quand même dire un mot, de tout ce qui va être lié, aux pratiques pour lutter contre les interfaces trompeuses. On va en parler dans 2 secondes. Mais il y a aussi, les aspects pour, notamment dans les très grandes plateformes, la gestion, des données des mineurs. Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'il y a un volet, quand même enfin, il y a plusieurs obligations sur ces aspects. Ouais. Alors pour ce qui est de la protection des mineurs, ça s'applique même à toutes les plateformes en ligne, hein, et pas seulement les très grandes. Donc je pense que c'est Mmh. une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir une sécurité accrue, une confidentialité accrue pour tout ce qui est données des mineurs. Et donc, tu parlais de références, c'est un article où il y a, je crois, 2 ou 3 références au RGPD, hein, donc l'article de protection des mineurs, je l'ai pas sous les yeux, mais il est pas loin. Et notamment l'interdiction d'afficher de la publicité ciblée aux utilisateurs mineurs sur la plateforme. Donc je pense que c'est extrêmement lié au fait que les personnes mineures sont peut-être un petit peu plus naïves par rapport à la publicité et que on a cette interdiction qui peut être parfois difficile à mettre en œuvre parce qu'on ne doit pas afficher de la publicité ciblée pour les mineurs, mais on ne doit pas non plus collecter plus de données personnelles pour les identifier en tant que mineurs. Donc on a ce truc de certains utilisateurs sont peut-être sur le fil, mais on ne peut pas faire plus pour les identifier. Donc il y a ce cadre juridique qui est un petit peu particulier. Je ne sais pas si tu veux compléter d'un point de vue Bah, très juridique. En fait, justement, ça se lie vraiment, enfin, alors ça se lie aussi avec la décision, à l'encontre d'Instagram. Si vous l'avez pas vu passer, allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. C'était notamment sur l'accessibilité de la donnée du mineur en ligne directement sur son profil. Donc c'est, finalement, dans le design de la plateforme, la possibilité d'avoir accès à la donnée du compte, alors même que c'est un mineur. Donc même si c'est un mineur qui fait du buzz, bah, ça reste un mineur. Et en réalité, c'est aussi ça que rappelle le texte, et je pense que c'est effectivement heureux, parce que toi, tu dis, ils sont peut-être un peu plus naïfs. Moi, je pense qu'ils sont aussi, sans capacité juridique. Donc d'un point de vue légal, le mineur non émancipé n'a pas la possibilité de passer des actes, notamment de commerce. Il n'a pas le droit en théorie, il n'a pas le droit d'acheter des choses, puisqu'il n'a pas de capacité juridique. Donc je pense que c'est aussi, de toute façon, aujourd'hui, le commerce électronique est tel qu'il est, les plateformes au sens large, sont telles qu'elles sont, les réseaux sociaux sont tels qu'ils sont. Donc c'était aussi une manière, je pense, de rappeler qu'il y a des obligations parce qu'on doit protéger un certain nombre d'utilisateurs spécifiques, et que cette protection, on doit la matérialiser, donc avec cette proportionnalité du traitement et hem et presque du suivi de l'internaute, non pas, enfin en tout cas du vendeur ou de l'acheteur, non pas sous l'angle suivi, profilage, optimisation, mais sous l'angle suivi, protection. C'est-à-dire quel bouclier je mets lorsque j'identifie que cet utilisateur est en réalité un mineur. Et je pense que là, j'ai pas des réponses toutes faites, hein, pour te dire, comment faire, mais ça va être des projets, je pense, en termes de traitement de données. Il y a beaucoup de choses à inventer sur, comment collecter l'information. Attention à la manière dont on la collecte, attention là où on la stocke évidemment, attention à ne rien en déduire. Enfin, je veux dire, c'est, tout ça à lire enfin, avec, la cohérence des cookies et de l'installation ou non sur, des supports, téléphones ou autres. Et donc ça veut dire qu'il y a certaines informations que vous avez à ce moment-là que finalement, vous ne pouvez pas exploiter, alors que dans le schéma classique, vous les exploitez quand il y a l'autorisation de l'utilisateur. Enfin, voilà, donc c'est un beau sac de nœuds, mais je pense que c'est un sac qui va dans le bon sens. Hem et justement, ça nous fait une belle transition pour la slide d'après, sur ces obligations, de transparence, et d'interface, parce que finalement, il faut que ce soit clair pour tout le monde, y compris pour les plus jeunes qui vont être sur, les plateformes.
Alors, c'est cet article, ce fameux article, 24 pour l'obligation de transparence, Alors, 25 pour les interfaces trompeuses et 28 pour j'ai la protection des mineurs. Je te j'ai laisse. peut-être un petit truc parce que c'est vrai que cette obligation de transparence, j'y reviens maintenant qu'on parle des mineurs, etc. Donc il y a, comme tu disais, même en amont de l'article 24, hein, présenter ces CGU de façon claire, etc., etc. On retrouve dans les considérants même une invitation. Alors évidemment, c'est pas contraignant, mais à ajouter dans nos CGU des infographies, des icônes, des choses qui permettrait finalement de rendre encore plus lisible finalement tous les enjeux même contractuels qu'il peut y avoir derrière. Je pense que ça va aussi dans une meilleure lisibilité du droit et des contrats en général, notamment numériques. Et il y a ça, et encore plus renforcé lorsqu'une plateforme est à majorité à destination des mineurs. Il faut qu'elle soit encore plus compréhensible et encore plus claire. Et je pense que, bon, il y a cette question, hein, qu'est-ce que ça veut dire à majorité destination des mineurs, mais je pense que ouais, ça rejoint ces choses de transparence, au-delà de l'article 24 qui va être beaucoup plus dans ce qu'on fait par rapport au contenu. Voilà, c'est juste le petit. Alors moi, je pense qu'il y a une obligation quand même, hein. Je veux dire, que ce soit que le considérant vienne préciser ce qu'ils entendent et l'objectif à suivre, je pense quand même que quand je lis le texte, pour moi, il y a quand même une obligation de faire de vrais efforts sur l'accessibilité de l'information des conditions d'utilisation. Et tu vois, nous pas pour faire un petit zoom sur ce qu'on fait, même avec nos clients, mais l'objectif, dire, attendez, mais on utilise des termes, est-ce qu'ils ont été correctement définis? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que je peux le résumer par un schéma? Tu as une petite infographie qui va me dire oui, non, oui, non. Enfin, voilà, en réalité, quand c'est clair, on peut en faire un schéma. Quand quand ça devient très alambiqué, il faut se poser la question de est-ce que je fais un seul document ou est-ce que j'en fais deux? Parce qu'on ne va pas parler à des internautes qui sont voilà, qui sont des professionnels et à des utilisateurs, on ne va pas leur parler de la même manière parce que l'objectif n'est pas non plus le même, on ne couvre pas la même chose. Donc, faire 54 pages de conditions générales d'utilisation, je ne sais pas vraiment si c'est lisible. Parce que le temps que moi, je me retrouve en me disant, mais attends, moi, je suis où en tant qu'utilisateur dans les conditions, en réalité, j'ai déjà abandonné la lecture. Donc, voilà, je pense qu'en réalité, cet objectif de transparence, il est très proportionné au business qui est réalisé. Tu vois, parce que concrètement, ça me paraît plutôt logique que lorsqu'on est TikTok, on n'utilise pas des mots qui sont déjà pas dans le vocabulaire des ados. Tu vois, c'est la compétence territoriale de la juridiction. Je suis pas sûre que l'adolescent moyen, il comprenne de quoi on va parler. C'est certain. Tu vois, alors que si on dit t'es pas content pour l'interrogation, vers quel juge tu t'adresses, là, on n'a pas, on va aller au même endroit, hein. Le résultat sera le même, on donnera la même information. Mais la manière dont on va la donner et le verbatim ne sera pas du tout le même. Donc, C'est sûr. et alors, ça fait lien avec l'interface trompeuse parce que finalement, tout va dans le même sens. Sur l'interface trompeuse, on en a un peu parlé. Tu veux nous dire un peu comment vous êtes organisé ou on le garde pour l'après? Non, non, on peut en parler parce que je pense que c'est l'obligation la plus transverse du DSA, parce que finalement, ça s'applique à toute notre interface, à tout notre logiciel, hein, si je peux parler comme ça, notre logiciel de place de marché. C'est-à-dire chaque page qu'on va proposer, finalement, cet article, pardon, pourra s'appliquer. C'est-à-dire ne pas organiser, designer nos interfaces de façon à ce que ça puisse tromper le consommateur, l'utilisateur, et le faire des choix qu'il n'aurait peut-être pas fait. En gros, c'est ne pas manipuler les consommateurs. Et du coup, ça va pousser, en fait, mais vraiment de manière hyper transversale dans l'entreprise, à voir avec les équipes UI, UX, comment faire finalement pour respecter cette obligation, étant donné qu'on avait déjà des obligations, et ça, hein, on en parle en matière de RGPD, en matière de pratiques commerciales. Donc, rajouter cette nouvelle obligation et finalement auditer tous nos parcours utilisateurs
d'un point de vue juridique et dire ça, potentiellement, on n'est pas top là-dessus. Il va falloir que la couleur rouge devienne verte. Il va falloir que, etc., etc. Ça va jusque-là, en fait. Et donc, je pense que c'est un des plus gros chantiers parce que non seulement c'est pas l'obligation la plus sûre juridiquement, hein, c'est hyper large. Hein. Où c'est qu'on met le curseur entre la pratique commerciale, on va dire normale, de Alléchante. standard, alléchante, et quand c'est que ça devient trompeur, quand c'est que ça devient de la manipulation. Même si on est de bonne foi, des fois, je pense que ce curseur-là, il est difficile à placer, mais c'est très intéressant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est cette approche transverse, non seulement dans les équipes opérationnelles, mais aussi dans les équipes juridiques, pour justement faire des audits communs en matière, un parcours. Il faut qu'il soit respectueux en termes de données personnelles, en termes de pratiques commerciales loyales, et en plus maintenant, à l'aune du DSA. Ouais, on peut rajouter, on va en parler après, mais je pense que cette idée de la compliance, elle vient aussi, tu dis là par rapport à l'état des lieux aujourd'hui, mais ça veut dire aussi que dans le cadre des projets futurs, cette transversalité, c'est le b.a.-ba, quoi. On ne peut pas passer outre. Et je voudrais insister sur ça, c'est que sur les aspects, et le DSA doit aussi être lu en fonction, enfin, on regarde des recommandations qui ont été émises par la commission, mais aussi par certaines autorités. L'ensemble des avis et des recommandations, aujourd'hui, depuis, notamment, en tout cas, ça a été clairement tranché en France, depuis l'arrêt Free, ils sont opposables parce qu'ils sont l'état de l'art. Donc, sur les éléments d'action, enfin, de traitement de données et l'ensemble de l'exploitation de la donnée, en amont comme en aval, plus la manière dont on va donc collecter en amont et puis traiter en aval, exploiter à titre commercial ou non les données, on aura cette obligation de transparence et la question de l'affichage, trompeur ou pas. Le fait de capter l'attention, d'empêcher, entre guillemets, par des moyens, l'utilisateur de quitter la plateforme. Enfin voilà, tous ces aspects-là doivent être pris aussi à l'aune de ces textes. Donc c'est assez complet et assez transversal, et du coup ça pousse aussi les entreprises, en tout cas nous on le voit, à faire des projets vraiment transverses. C'est-à-dire on ne met plus chacun dans son coin, il n'y a plus un petit bout du projet dans des services distincts, c'est vraiment un projet commun et une gestion commune de ce projet, en fait. Hein. Alors du coup, transition toute trouvée sur les nouvelles obligations et les conséquences opérationnelles. Les principales obligations, donc l'encadrement juridique des contenus publiés par les utilisateurs et la modération. Donc tu le disais, hein, c'est heureux qu'aujourd'hui vous puissiez être des modérateurs sans devenir voilà. Voilà. Non, mais c'est ça. Ouais, juge. Alors, l'idée là, de cette protection, c'est le suivi du contenu illicite dès que vous en avez connaissance. Donc ça, c'est rien de nouveau sous le soleil, c'est la LCN et tout ce qu'on connaît déjà. En revanche, il y a la question du suivi avant on ne traitait pas trop, qui là aujourd'hui est carrément codifié. Donc à qui on répond? Comment on suit? Le juge, en tout cas l'émetteur de l'injonction, doit lui-même informer donc le coordinateur. Donc nous, en France, c'est l'Arcom qui a C'est pas, ce. c'est pas encore défini. Mmh. Il y a, je pense, des indices, mais aujourd'hui, on attend toujours le projet ou proposition de loi de transposition qui, à ma connaissance, aujourd'hui, n'a toujours pas vu le jour. Mais Et tu as raison, mais j'ai l'impression, alors je vais reformuler, j'ai l'impression que ça sera l'Arcom. Voilà. Et donc, c'est vraiment le suivi, le comment j'agis et comment je suis et comment, du coup, je rends des comptes au juge qui a émis l'injonction, mais aussi à l'utilisateur qui m'a déclaré le contenu illicite. Est-ce que ça, tu veux en parler par rapport à ce que vous faites ouais, je pense que ici, il y a un gros chantier de conformité pour toutes les plateformes et pour nous également, parce que vraiment, ça impose un schéma de traitement
donc soit d'un côté des injonctions, comme on peut le voir, qui vient du juge ou autre, et ensuite, post-notification, post-mesure prise, tout un tas, comme dit, encore de la transparence. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que la personne peut faire en retour. Donc, il y a vraiment cette question en amont de d'où vient la notification. Ça peut venir, et le DSA, il prévoit vraiment un schéma qui est assez précis, je trouve. C'est-à-dire ça peut venir d'une injonction, d'un juge, donc haute priorité, entre guillemets. Ça peut venir de signaleurs de confiance qui sont nommés donc, par le futur coordinateur. Et dans ce cas-là, il faut une priorité également qui est un petit peu entre la notification classique et l'injonction d'un juge. Et ensuite, les notifications du reste, on va dire, des utilisateurs, particuliers ou professionnels, qui peuvent notifier les choses avec le traitement, etc. Et aujourd'hui, donc on a un traitement des notifications qui est bien en place, mais il faut mettre en place post la mesure qui est prise sur le contenu. Imaginons, je supprime une annonce sur Rakuten demain. Il faut que j'explique très clairement. Donc, il faut qu'on développe nos explications pour chaque utilisateur, pourquoi on a supprimé son annonce, quels sont ses recours, etc. Et ça, c'est très précis. Il y a une liste d'informations à donner, etc. Donc, c'est des process qu'on est en train de développer mais je pense que ça va dans le bon sens et ça permet à l'utilisateur de se rendre compte qu'il a plus de possibilités que finalement des process qu'on pouvait déjà avoir en place. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le RGPD là-dessus? Quand on a des demandes de droit d'accès ou de modification, le texte est hyper clair sur l'ensemble des informations qu'il faut donner. Alors, ça fait une liste à la Prévert, il y a à peu près 8 typologies d'informations, je crois. Donc le courrier, il n'est pas, c'est pas juste oui, on a bien fait, merci. Mais du coup, on est sur les mêmes typologies de process finalement. Finalement, là, on n'est plus dans je veux savoir quelles données vous avez sur moi, mais je veux savoir pourquoi vous avez pris cette action sur mes contenus, sur, sur mes contenus. Donc, pour une place de marché, imaginez que demain, vous voulez vendre en seconde main un produit sur une place de marché, et d'un coup, du jour au lendemain, on vous dit non, en fait, votre produit, on le supprime, vous n'avez plus le droit de le vendre. Donc, ça peut être sur Rakuten, mais ça peut être aujourd'hui, il y a énormément de sites pour vendre vos produits. Et imaginez, voilà, on vous supprime le contenu et vous n'avez plus de possibilité de le vendre et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment le remettre en ligne. Finalement, c'est là qu'on a ces questions de droit des utilisateurs et je pense qu'il y a vraiment un point de vue très, très pratique là-dessus. Voilà. Mais du coup, dans le projet, sans nous dévoiler de choses indiscrètes, mais ou dans ce que toi, quand vous étiez sur la négociation du texte, est-ce que ces aspects-là, ils ont été quand même pris en compte sur les impacts, tu vois, que ça aurait dans les organisations? Parce que là, on crée, enfin, c'est pas un pôle judiciaire, mais on crée quand même dans les organisations une charge importante dans le suivi des demandes et alors même qu'on aura répondu au juge, parce qu'une fois on aura répondu au juge qu'on a fait l'injonction, ça ne fait pas l'économie, en tout cas le texte n'est pas écrit avec cette économie-là, il dit bien, vous devez répondre au juge qui aura fait administratif ou judiciaire, qui vous aura fait l'injonction, mais en plus de ça, en donnant les critères, le pourquoi, le comment, si vous avez décidé de pas vous respecter l'injonction, vous allez devoir aussi justifier le pourquoi. Il faut aussi, en tant que plateforme, informer le destinataire, la personne qui aura fait la demande initialement. Donc, il y a quand même, on le voit, il y a quand même une charge importante de ce point de vue-là. Je pense que tu l'as très bien résumé. Clairement, c'est un tout nouvel aspect service client finalement, Mm. ou pour les points les plus techniques juridiques, un tout nouvel aspect donc ça a des coûts organisationnels humains qui sont énormes, surtout que Rakuten, on est une moyenne plateforme au niveau français. Donc ça a des coûts humains qui sont assez grands et donc c'est là qu'on attend finalement aussi les autorités de nous fournir les outils, les templates. Il y a des choses qui sont prévues comme ça dans le texte pour nous fournir les templates des rapports, les API pour nous permettre de vérifier les infos, etc., pour justement nous simplifier la tâche. Parce que ça peut être compliqué, plus on donne de possibilités de signaler, etc., plus on peut être potentiellement noyé en fait sous le traitement de toutes les réclamations
réclamations, en fait, qui pourront Ah, nous être faites. moi, j'ai un peu peur sur l'aspect, donc effectivement, le texte dit qu'ils pourront vous donner des modèles ou enfin des éléments pour vous permettre de répondre, etc., avoir des critères. Mais en réalité, moi, j'ai un peu peur de ça parce que sous certains angles, la manière dont vous allez fonctionner et le voisin, c'est pas la même chose. Et du coup, si on vous impose une manière qui a rien à voir avec la culture de l'entreprise, par rapport à l'objectif, enfin, tu vois, pour moi, Ça, c'est c'est sûr. l'objectif qui prévaut. Et du coup, si on dit, bah, l'objectif, vous devez l'atteindre comme ça. Oui, mais moi, je suis pas rangée comme ça dans mon entreprise. Bah oui, mais je m'en fiche, tu l'atteins comme ça. Enfin, je veux dire, on le voit en procédure, quand vous mettez des procédures en place dans les entreprises, bah, ça va à la poubelle quand c'est comme ça. Parce que ça peut pas être pris en charge. Ben, c'est pas son fonctionnement. Et donc c'est pour ça que je suis un peu, moi, je suis un peu réservée sur cet aspect. Même si, effectivement, c'est très bien parce que ça va permettre d'aller peut-être plus vite, mais et de leur rendre quelque chose opposable aussi, ça c'est intéressant. Bah, si elles n'ont pas pensé à quelque chose et qu'après elles nous le réclament, on pourra toujours leur dire: «Eh, vous l'avez pas, enfin, vous ne l'aviez pas demandé initialement». Mm. Mais je suis toujours un peu réservée sur ça parce que imposer du process, on a des organisations qui sont tout le temps différentes. C'est sûr. Voilà. Pour l'anglicisme one size fits all, c'est jamais la bonne solution. Mais, et puis juste C'est même pas vrai. ouais, et pour reprendre juste rapidement, quand tu avais dit, quand j'étais du coup au pôle plateforme du ministère qu'il y avait ce texte, je pense que de base, le texte, ils ont essayé de designer un texte qui était justement proportionné en termes d'obligations pour justement pas surcharger les plateformes, mais on est quand même face à un texte d'ampleur et qui a été vraiment vu côté utilisateur quand même, je pense. Et du coup, évidemment, ça engendre des dizaines et des dizaines de process. Et je pense qu'il y a des entreprises qui auront des process qui, heureusement, vont déjà pas mal coller, en fait, avec ce qu'on demande. Nous, on est une entreprise qui est plus ancienne. Hein, on est une des premières plateformes e-commerce françaises. Et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été pensées pour les plateformes plutôt moyennes, en fait, qui n'ont pas des outils d'intelligence artificielle hyper développés ou des choses comme ça. Voilà, c'est aussi C'est le un peu warning. l'écueil pour toi. OK. Alors, bon, bah, sur les nouvelles obligations, on disait un peu en intro, donc Know Your Business Consumer, donc l'article 30 qui est en bon français, la traçabilité des professionnels. Pour moi, ça vous le mettez en œuvre aujourd'hui, comment ça se passe? Tu peux nous en dire 2 mots? Aujourd'hui, c'est les obligations, on va dire, hein, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la méthode hein, de mise en conformité. C'est assez intéressant. Nous, en tant que place de marché, on sait très bien que c'est sur ces obligations-là qu'on va nous attendre en priorité. Donc, en termes de priorisation, d'analyse des risques et d'atténuation des risques, c'est ces obligations-là hein, qu'on a mis au top, les premières à se conformer avec. Donc, il y a une petite nouveauté, c'est-à-dire dans Know Your Business Customer, c'est-à-dire on a interdiction de permettre l'usage de nos services à un vendeur qui ne nous aurait pas donné une série d'informations. Nous, c'est déjà ce qu'on faisait. Hormis qu'il nous demande en plus c'est le petit E hein, de l'article 31, que le vendeur doit nous signer ou nous fournir une certification de sa bonne foi, comme quoi il respecte bien la loi. Bon, c'est un peu symbolique, je pense, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas dans nos process actuels, donc typiquement, qu'on va devoir ajouter. Et j'avais vu Stéphane qui avait dit jusqu'à où doit être cette due diligence. Hein, on parlait exactement de ça. Donc le DSA, il fait référence à moi, je l'ai en anglais là, mais best efforts, donc Meilleurs efforts. Enfin, meilleurs efforts. ouais. Donc, il y a aussi cette distinction. Alors, tu peux me contredire, j'ai rarement vu ça dans beaucoup de textes. Il y a efforts raisonnables, des fois, et des fois, il y a meilleurs efforts. C'est aussi difficile de savoir quelle importance on accorde à une obligation en fonction de si c'est raisonnable et meilleur hein, en termes d'obligation de moyens. Il y a une sorte de gradation. C'est assez intéressant. Bah, là-dessus, je pense quand même que ça sera lu aussi. Enfin, si demain vous aviez une procédure, ce serait aussi regardé en fonction de la taille de la plateforme.
et des moyens à sa disposition. Aujourd'hui, poursuivre, en tout cas sur le périmètre France, poursuivre une entreprise, connaître tu vois, l'évolution de son activité, son chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des obligations, elles vont faire des déclarations, etc. Aujourd'hui, il y a des API qui existent, il y a des sociétés qui font ça très bien et qui s'interfacent avec des outils, notamment de CRM. Donc, des outils qui sont là pour faire du suivi client, pour aller vérifier que la société a bien ce numéro SIRET, que le représentant légal, c'est bien celui-là. Parce que c'est aussi tout ça que ça change. Enfin, là, moi, je comprends quand tu dis on ne peut pas s'inscrire sur la plateforme si on ne nous a pas donné des infos précises et listées, c'est obligatoire. Mais si j'ai changé de représentant légal, est-ce que tu as l'info, tu vois? À quel rythme ils doivent le mettre à jour? Comment toi, tu peux le vérifier, tu vois? Alors, c'est pour ça que eux, nous, on a une obligation de complétude, en fait. Mmh, C'est-à-dire que mmh. le vendeur, il va devoir nous fournir les infos. Nous, on peut pas on n'est pas les greffes, on n'est pas des juges une nouvelle fois. Donc, on est obligé non pas de vérifier la validité, hein, mais de vérifier leur caractère complet et de ces informations. Et là, du coup, c'est ce qu'on dit, hein, c'est une obligation de moyens. Et nous, c'est déjà ce qu'on fait, hein, quand on vérifie les informations de nos professionnels, de vérifier si le numéro de SIRET, le numéro de TVA, c'est les bons, mais en fait avec les outils qu'on a, c'est-à-dire des formats de numéros, etc., etc. Parce que pour certains pays, c'est plus compliqué que pour d'autres. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Non, mais c'est si, si, c'est très une clair. vraie difficulté. C'est très clair, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que vous pensiez des contrôles de cohérence. Parce que si on retourne, je veux dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une zone sur laquelle on va saisir du texte, en l'occurrence des chiffres. La TVA, le numéro TVA, il inclut nécessairement le numéro SIRET. Oui, C'est un ajout. oui, oui. Parce que ça veut dire que si tu le vois pas, ton contrôle de cohérence, il doit dire erreur. Exactement. C'est-à-dire que s'il y a un format qui est vraiment, la personne ne peut pas rentrer dans un, enfin, il y a un contrôle du format quand même. Si la personne rentre, après, par exemple, pour une raison sociale, c'est plus compliqué. On peut pas forcément contrôler. Et puis, il peut y avoir Mais il y a des tiers de non, confiance, tu oui, vois. Moi, oui, si on pourrait aussi dire que la version la plus simple, c'est peut-être de faire appel à des tiers de confiance qui, eux, pré-identifient les professionnels, en fait. oui, clairement. Mais le problème, je pense, du numérique, c'est, je pense, la dimension internationale et Oui, les tiers de confiance. Je sais pas s'ils ils peuvent aujourd'hui nous confirmer pour tous les vendeurs qui s'inscrivent ou qui se mettent à vendre toutes ces informations et qu'elles sont sûres à 100%, sachant que nous, un tiers de confiance qui nous valide quelque chose, ça ne nous décharge pas de notre obligation non plus. non, C'est non, bien ça écrit dans le déchargerait. texte. Oui, oui, ça Donc, déchargerait pas de l'obligation, mais tu aurais quand même, sur les meilleurs efforts, c'est sûr. tu pourrais quand même te Ça défendre. rentrerait dans la comptabilité. Ouais. Ouais, bah clairement. Du coup, le compliance by design, bah on est dedans, quoi. Compliance by design, C'est il y a quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est repris dans le règlement sur la sécurité générale des produits également, c'est de permettre à nos vendeurs de pouvoir communiquer un peu toute leur justification, tout leur justificatif Mm. de compliance en fonction des produits qu'ils vendent. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un développement qui est assez énorme parce que ça peut constituer beaucoup d'informations. Un vendeur qui vend énormément de choses et qui va avoir ses certificats parce que, par exemple, qui relève de la directive jouet, Mm. là, on est vraiment très place de marché, hein, mais Mm. en termes de produits médicaux, hein, il y a Mm. énormément de règlements Mm. européens là-dessus. Mm. Mm. Et où c'est qu'on les stocke, ça a des coûts Mm. aussi, hein, parce Mm. que des millions de PDF ou autres, comment on peut vérifier s'ils sont... Parce que je pense que nous, on nous donne un certificat de compliance de la directive jouet, on n'a aucun expert dans une PME pour vérifier que le mec est bien en conformité, etc. Donc il y a aussi ça à Mm. prendre en compte et qui nécessite beaucoup de développement. Et c'est ce vers quoi on tend de plus en Non, mais plus dans le texte c'est européen. tentaculaire comme travail. Ça, c'est tentaculaire. Donc il Mais faut sur trouver la... ouais. Vas-y, le vas-y. bon équilibre et le bon fonctionnement pour pas non plus tuer vos coûts d'exploitation. Enfin là, Mm. et notamment, enfin sur la compliance by design. Alors c'est bon bah on peut le prendre au sens large. Hein, c'est compliance DSA, RGPD. Bientôt on va avoir Nice.
2 sur la sécurité. En réalité, compliance by design, on est d'accord, c'est hyper large aujourd'hui. Aujourd'hui, la compliance by design, c'est un terme que je trouve très européen d'ailleurs. Comme tu dis, hein, Nice, RGPD, DSA, il y a, moi je vois de mon petit scope place de marché, on a le règlement sur les standards environnementaux, hein, éco-design, pareil, qui fait la même référence, compliance by design, pareil, règlement général sur la sécurité des produits, pareil pour les règlements en matière fiscale. Parce que voilà, donc je pense Longue vie au que département de conformité. voilà, c'est bien résumé. Et du coup, comment vous intégrez ça aujourd'hui? Vous créez des projets? Parce que moi, je me faisais des notes, notamment parce que le droit, le compliance by design, dans lequel on va mettre le droit à l'information, enfin tous les attendus du texte. En réalité, aujourd'hui, c'est un cahier des charges minimal qu'on va retrouver dans chacun des développements aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi que pour ceux qui développent des places de marché, je parle de la conception du site en lui-même. Tout Ouais. ça, on est d'accord, ça doit être dans leur cahier des charges. Techniquement, oui. Bah, quand on développe un logiciel de place de marché, la compliance by design, oui, on doit prévoir dans le fonctionnement de mise en vente d'une annonce, de création d'une boutique, d'un vendeur, etc., etc. Faut que dès le by design, comme tu dis, faut que ce soit pris en compte. Ou alors, du coup, c'est des coûts énormes après, si c'est pas pris en compte en amont, pour se remettre en conformité. Et après, je parle pas du risque de sanction, parce qu'on n'a pas parlé trop des sanctions, mais le DSA, il est quand même assez ambitieux. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et si on accumule les sanctions RGPD, DSA, etc., on arrive à, c'est vraiment si on les additionne, 10-15% des chiffres d'affaires. Ouais. Donc, je pense on rigole plus trop avec la compliance aujourd'hui. Non, on rigole plus trop. Et d'ailleurs, pour parler du droit à l'information, on est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, qui est une obligation de diligence très renforcée en amont pour le choix du professionnel, mais également, c'est aussi se poser la question de qui va avoir la relation contractuelle avec le consommateur. C'est-à-dire que ça veut dire aussi au niveau des indices là-dessus, alors tu parlais de la livraison parce que quand tu parlais d'Amazon, mais il y a aussi les aspects liés à, au-delà de la livraison, il va y avoir aussi les aspects au paiement. Enfin, tous ces critères-là peuvent rentrer en compte. C'est complètement vrai donc dans l'information. Et pour cet article-là, en particulier l'article 32, en plus, ça demande d'informer le consommateur en aval sur certains produits, par exemple, qui pourraient être dangereux, etc., etc., ce qui est typiquement de base une obligation qui pèse sur le vendeur du produit, qui aujourd'hui se décale sur la place de marché. C'est-à-dire les obligations de rappel de produits, c'est des choses qu'une place de marché pure intermédiaire ne peut pas faire. Mais du coup, il y a ce droit à l'information à bien organiser pour faire un meilleur lien, en fait, et garder cet aspect contractuel d'intermédiaire, donc c'est des CGU, et laisser quand même la responsabilité première sur le vendeur, pour pas non plus qu'ils se disent « Ah, c'est bon, c'est la place de marché, donc moi, je peux vendre n'importe quoi et je peux faire n'importe quoi. » Mais ça veut dire aussi que concrètement, le vendeur, il doit lui-même rédiger des CGU. Parce que si pareil, quand j'étudie tout le process pour la mise en vente, faut que lui, il ait la main sur ces aspects-là. Enfin, là, nous, on le voit par exemple, bon là, c'est des places de marché plus petites, mais où on voit des espaces où c'est au vendeur de saisir les le droit de rétractation, les modalités, etc. En réalité, là, eux, ils prennent la main. Alors, ils y comprennent. Enfin, parfois, c'est compliqué parce que il y a des droits de rétractation qui s'appliquent, des fois qui ne s'appliquent pas en fonction de la nature de ce qu'on vend, etc. Enfin, voilà. Mais du coup, tout ça, c'est aussi un ensemble d'indices qui pourraient être utilisés à l'encontre ou pas de la plateforme pour aller chercher une co-responsabilité. Ou pour être un peu plus brusque dans mon propos, c'est de dire aussi, bah, finalement, l'argent, il est où? Chez le vendeur ou chez la plateforme? Donc, on va chercher la responsabilité de qui, sous l'angle aussi financier, en fait. C'est hyper important comme notion. Et après, on va pas rentrer
en détail sur les notions de quand tu dis à qui appartient l'argent, hein, on rentre dans le domaine législation bancaire et c'est souvent des porte-monnaies électroniques sur lesquels est Mm. disposé l'argent. Donc voilà, peut-être en fonction de comment gère l'argent la plateforme aussi, ça peut rentrer, comme tu dis, dans ces enjeux actuels. Il y a Lucas Attends, il qui... y avait une question qui était de ça, si Rakuten est considéré comme une grande Ah, plateforme. alors du coup, nous avons comment calculer nos destinataires actifs mensuels et évidemment on est une plateforme qui est francophone, donc on ne dépasse pas, on est même en dessous du seuil de 45 millions. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver assez facilement les plateformes qui se considèrent comme très grandes. Hein, il doit y avoir des dizaines de threads Twitter et d'articles de journaux qui en parlent. Hein, il y en a une bonne quinzaine qui ne sont pas encore nommés par la commission, mais vous pouvez retrouver ça, je pense, assez facilement sur Internet. Oui, parce qu'il y avait une obligation de se déclarer. Hein. Oui, le 17 Février février, dernier, oui, il y donc avait quelques vendredi jours. dernier, il fallait que toutes les plateformes, c'est la première obligation du DSA qui a dû être remplie, de déclarer si on était au-dessus ou en dessous du seuil et quelle méthodologie on mettait en place. on mettait en place. Alors, sur la question, donc il y a Lucas qui nous dit vu les coûts de développement induits par la vérification des vendeurs, ne pensez-vous pas pertinent d'imaginer une identité européenne pour les entreprises afin de les identifier convenablement sur les plateformes, avec une gestion centralisée des numéros d'identification des responsables, etc. Pensez-vous qu'un tel développement est à présager dans les années à suivre avec les éventuelles difficultés d'application du DMA liées à la modération des vendeurs? T'en penses quoi, Paul? Je pense que c'est malheureusement dans un monde comme ça aussi, je suis en tautologie, mais mondialisé, c'est compliqué de rassembler tout ça dans donc une identité européenne. Il y a déjà le numéro intracommunautaire au niveau de la TVA qui est un premier pas là-dessus, toujours dans la notion marché unique. Hein. Franchement, là, on est en plein dans Ah oui, c'est ça l'enjeu. Hein. dans le marché unique. Je pense que opérationnellement, politiquement, économiquement, c'est très, 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 très compliqué à mettre en œuvre. Il y a tellement de diversité et puis les pays ont des intérêts divergents. Je ne suis pas sûr que les États-Unis et la Chine aient envie de mettre des choses similaires en place pour que les entreprises doivent se conformer à une identité unique européenne ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Il y a un enjeu fiscal aussi. Hein. Oui, complètement. La conséquence, elle est aussi derrière ça. Hein. Peut-être que c'est le fiscal qui poussera d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de projet actuellement sur la table, à ma connaissance, sur ces aspects spécifiques d'identification. Je ne sais pas si Lucas avait quelque chose en tête quand il disait ça, Ouais. un projet. Si vous avez un truc en tête, n'hésitez pas à le partager. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas, il n'y a pas de projet comme ça. Mais en revanche, il y a quand même des intermédiaires aujourd'hui qui vont récupérer des bases de données publiques, notamment dans le cadre de l'open data, et qui vont mettre à disposition ce type d'informations de manière payante ou non, pour faire de la vérification, quoi. Je sais que la Commission européenne, hein, sur les enjeux fiscaux, justement, essaie de mettre des API en place pour checker la validité de certains numéros d'identification fiscale. Voilà, mais on en est au début, hein, mais en fait, c'est des choses qui permettent l'automatisation et qui sont pas mal parce qu'on ne peut pas le faire à la main, donc ils ne peuvent pas nous imposer de le faire. Non, à la main, non, là, c'est pas possible. Non. Non, non. Alors, à quoi ressemble un numéro fiscal de tel pays? Est-ce que ça colle? Ouais, non. Oui, puis le développement derrière, ça veut dire que tu as des chaînes, enfin, tu as des arbres de décision pour te dire, alors ça, c'est tel, pays, donc le numéro, il doit être rentré dans la case sous tel format parce que le format de ce pays, c'est ça. Tu es pas à l'abri d'un changement, législatif, Oui. local. En fait, il faut vraiment, lorsqu'on aborde cette question-là, alors là, pour vous, vous êtes une plateforme, francophone, mais quand vous avez des plateformes multi-pays qui sont accessibles avec 3, 4, 5, 6 langues différentes, là, vous vous rendez bien compte de la difficulté que ça recouvre. Donc, voilà. Bon.
Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre petit webinaire. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Paul? Euh, on a vu à quel point il y a Quentin qui a posé En pratique, une comment les meilleure question. plateformes ont reçu ce texte? Sont-elles prêtes à se conformer, notamment les plateformes américaines et chinoises? Alors, je vais te laisser parler, c'est toi qui as participé à la négo, mais j'ai quand même Ouais, un peu un avis. On se muscle, en fait, hein. ouais, je pense que comment les plateformes ont reçu le texte, je sais pas si ce que tu entends par on se muscle, c'est qu'à force d'avoir des textes, on commence à se préparer un peu plus en amont. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire par là. Ah non, c'était sous un plan politique, en fait. Là, Ah, on d'accord. fait de Ah la oui, géopolitique législative, en fait, hein. oui, oui. C'est Clairement, clairement. Et puis, comment les plateformes ont reçu ce texte? Sont-elles prêtes à se conformer? Je pense que d'une plateforme à l'autre, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Il suffirait de demander à Elon Musk ce qu'il pense du DSA et à d'autres PDG. Je pense qu'il y aurait des avis complètement différents. Euh, mais, euh, mais voilà, je te laisse compléter. non, bah, il y a pas, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de enfin, comment recevoir? Je pense que ça dépend aussi de ton degré de maturité sur, la compliance vis-à-vis d'autres textes. Enfin, on a un peu parlé, il y a des choses qui vont être mises en œuvre et qui vont suivre des process qui existent entre guillemets «déjà» ou qui sont déjà, à l'ébauche sur certains autres aspects juridiques, d'autres obligations légales. Je pense notamment aussi à certaines obligations qui vont être de lutte contre la fraude, lutte, enfin toutes les lois anti-blanchiment, tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le corpus réglementaire de contraintes législatives sur les enfin, est assez vaste. Et en réalité, quand je disais un peu sur le ton de la boutade, longue vie au département conformité, ben parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. C'est aussi de structurer, de savoir comment ça fonctionne chez toi. Enfin, on a, même si d'un point de vue opérationnel, je comprends bien la complexité, je trouve que c'est pas plus mal d'arriver sur ces aspects et, et donc, je pense qu'ils ont mal vécu comme ils ont mal vécu le RGPD. Je pense qu'ils doivent se dire oh là là, encore. Je pense aussi qu'il y en a qui doivent se dire mais on avait déjà, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais on avait déjà peut-être en France, l'objectif d'un règlement, c'est d'harmoniser. Et si je peux rajouter quelque chose et peut-être un peu dire quelque chose qu'on n'a pas trop dit. Finalement, on a vu ça comme énormément de coûts, comme de la difficulté à mettre en œuvre. Je pense qu'il y a aussi une opportunité à prendre dans ces Mm. textes, parce qu'ils visent quand même, même si des fois il y a des choses très maladroites, ils visent quand même un objectif qui est plus de sécurité en ligne, plus de confiance des utilisateurs envers les plateformes. Je pense qu'il y a aussi un levier pour les entreprises à prendre, un levier de confiance de votre environnement, de notre environnement, euh, de, euh, de compétitivité et de croissance en fait. Voilà, mieux gérer les contenus un peu pourris sur une plateforme, c'est pas quelque chose, c'est coûteux, mais faire beaucoup pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon, pour qu'il n'y ait pas de produits dangereux sur une Mm. plateforme, c'est le moindre mal et en fait ça va vers une meilleure confiance dans la plateforme et donc potentiellement plus de clients et une meilleure croissance. On l'a pas dit, mais Oui. la conformité peut aller dans le sens en fait. Mm. C'est du business et c'est pas Mm. forcément que une contrainte de coût. Le RGPD, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, confiance complètement. aujourd'hui. Les utilisateurs, ils se disent comment sont traitées mes données. Ça devient un argument commercial. Et je pense que pour comment sont traités mes contenus et les contenus en général sur la plateforme, ça pourra en devenir un de plus en plus. Oui, et puis il y a, dans la même veine de tes propos, il y a aussi le fait que finalement, ce qu'on ne tolère pas dans le monde réel, il n'y a pas de raison de le tolérer dans le monde numérique. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas un manque d'information ou des produits contrefaits dans certains magasins, dans certains grands magasins qui s'apparentent à des plateformes en fait, hein. Derrière, il y a des marques, c'est pas la marque du vendeur, enfin de l'enseigne qui est là à 100%. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est le monde physique et que là, les contrôles se font de manière physique. Et je pense qu'effectivement, ça a quand même un, un intérêt d'aller dans ce sens-là, hein. Oui. Mais ouais. Bon, en tout cas, oui, alors Lucas qui précise que c'est le sens de la politique européenne avec l'euro numérique et la génération des identités numériques. Oui, France Connect, etc. Mais
On a notamment pour les entreprises tout ce qui va être lié à l'aspect digital où on peut récupérer l'ensemble. Donc, je crois que c'est le tribunal digital ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus comment s'appelle l'interface, mais effectivement, on peut récupérer un certain nombre d'informations. Mais c'est un tiers de confiance. C'est-à-dire France Connect, si je passe par France Connect si je me connecte à mon compte France Connect pour passer au service, par exemple, d'Amélie et de la sécurité sociale, en réalité, France Connect intervient comme un tiers de confiance, un intermédiaire qui va identifier et qui me reconnaît comme utilisateur. Mais là, aujourd'hui, ça n'existe pas, enfin, en tout cas, à ma connaissance, pour les entreprises. Pour les particuliers, oui. D'ailleurs, on le fait. Il y a des grandes plateformes d'hébergement, de location d'hébergement qui passent par des intermédiaires de confiance pour identifier la carte d'identité, vérifier que c'est une vraie carte d'identité. Mais l'entreprise aujourd'hui n'a pas l'équivalent de ces éléments. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu encore compliqué. En tout cas, merci beaucoup, Paul, de t'être prêté à cet exercice aujourd'hui. Et puis, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur de différents réseaux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui sera le mois prochain. Et Paul, merci encore. Et puis, Merci si à tu as toi, merci au cabinet. si tu as des nouvelles à nous partager ou des exemples, n'hésite pas autour de la mise en place du DSA chez vous. Ce sera avec Je le ferai plaisir. avec plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.